Le tribunal a manqué de respect au garçon jusqu'à ce que son père arrive en tant que commandant fédéral. La salle d'audience était morne et indifférente lorsqu'Aiden Brooks, 14 ans, fut escorté à l'intérieur, menotté. Le métal lui mordait les poignets avec une âpreté qui trahissait quelque chose de plus profond que la simple douleur physique. Sa peau, irritée par l'acier froid et impitoyable, était couverte de bleu, preuve non seulement des chaînes, mais aussi de l'indifférence du système envers des garçons comme lui. Ses chaussures raclèrent le carrelage à chaque pas hésitant, résonnant faiblement dans la grande salle qui sentait vaguement le vieux papier, le café et la poussière. Son regard, fatigué pour son âge, parcourut la pièce, absorbant les murmures étouffés, les regards curieux et la marée de visages qui avaient déjà décidé qui il était, avant même qu'il ait prononcé un mot. Personne ne le regardait comme s'il était innocent, pas même neutre. Le juge ne leva pas les yeux de ses papiers, fermant négligemment un dossier comme si la vie d'un enfant n'était pas en jeu. Le procureur se pencha vers son assistant, ricanant à une simple phrase murmurée, puis griffonna une note avec un stylo-plume coûteux. Dans la galerie, le public et la presse occupaient tous les sièges, certains notant des observations sur des blocs-notes, d'autres observant simplement avec l'intérêt détaché de spectateurs d'une représentation sans enjeu. Les téléphones étaient silencieux, les caméras éteintes pour l'instant, mais la tension dans la salle vibrait d'impatience, car chacun savait comment ces choses se terminaient. La silhouette frêle d'Aiden tremblait légèrement, mais pas de culpabilité. Sa peur s'était muée en autre chose, en résignation. Il avait la bouche sèche, mais n'osait pas demander de l'eau. Chaque mouvement, chaque respiration lui semblait risquée. On lui avait déjà conseillé de ne parler que si on lui adressait la parole. On lui avait déjà dit que la meilleure chose à faire était de rester silencieux et immobile. Il était assis à la table des accusés tel un fantôme, présent uniquement par son corps. L'avocat commis d'office à ses côtés, Gilson Tate, exhalait une lassitude qui se lisait sur son col froissé et ses notes hésitantes. Il ne regarda même pas Aiden tandis que le garçon était assis. Il se contenta de feuilleter des papiers, articulant à voix basse des précédents et des protocoles, comme s'il se préparait à une représentation à laquelle il ne voulait pas participer. L'accusation était cruelle, presque incroyable pour un garçon comme Aiden. Il avait été accusé d'avoir agressé un camarade de classe blanc, le laissant dans le coma, avec un grave traumatisme crânien. L'incident s'était produit dans un couloir de lycée, en plein jour, sous les caméras. Pourtant, les images vidéo avaient disparu, perdues dans un système qui semblait ne perdre des choses que lorsque cela arrangeait le pouvoir. Aucun témoin, notamment un concierge âgé qui aurait assisté à toute la confrontation, n'avait été convoqué, pas un seul. Au lieu de cela, un récit sélectif avait été construit, dépeignant Aiden comme un enfant dangereux, instable et violent. L'accusation l'avait qualifié de troublé. Il répéta le mot jusqu'à ce qu'il s'immisce dans la salle d'audience. Garçon perturbé. Antécédents difficiles. Histoire trouble. Et puis il y avait la question de ses conditions de vie, utilisées contre lui avec une efficacité déconcertante. Aiden n'avait aucun membre de sa famille proche. Sa mère, autrefois infirmière et chantant de vieux gospels dans la cuisine, était décédée 2 ans plus tôt d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Elle s'était effondrée dans leur appartement. Aiden l'avait retrouvée. Ce souvenir hantait encore ses nuits. Son père, Elias Brooks, était militaire, un officier décoré qui avait été déployé outre-mer peu après sa mort. Il n'y avait eu aucun contact depuis des mois, aucun appel, aucune lettre, aucune nouvelle. Personne ne savait exactement où il était ni ce qu'il faisait. Même le coordinateur des familles d'accueil n'avait pas réussi à le joindre. Aiden avait été ballotté de foyer en foyer comme un colis que personne ne voulait récupérer. Chaque déménagement lui arrachait un peu plus son âme. Chaque foyer érodait sa confiance. L'accusation s'en est emparée. Ils l'ont dépeint comme un garçon sans structure, sans orientation, sans avenir. Il disait qu'il s'en prenait à lui parce qu'il n'avait pas de modèle. Il disait qu'il était enclin à la violence parce que le monde,
ne lui avait pas témoigné sa bienveillance. Les médias s'en sont emparés comme des vautours attirés par la décomposition. Les gros titres étaient incisifs, racistes et implacables. Un adolescent suspect laisse un camarade dans le coma. Le passé trouble d'un jeune homme scruté. Le silence de son père soulève des questions. Mais aucun d'entre eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne se souciait d'approfondir la question. Car 2 semaines auparavant, dans un tribunal militaire à huis clos, jamais rendu public, un événement explosif s'était produit. Le général Elias Brooks, père du garçon assis en silence au tribunal, avait révélé une conspiration enfouie au sein du ministère de la Défense. Le tribunal, tenu dans le plus grand secret, devait examiner les conséquences d'une mission secrète à l'étranger qui avait terriblement mal tourné suite à des directives émanant de supérieurs politiquement compromis. Elias avait risqué toute sa carrière pour témoigner. Les conclusions impliquaient plusieurs hauts responsables, non seulement de l'armée, mais aussi du gouvernement civil, des sénateurs, des juges et même 1 ou 2 gouverneurs. Ces noms n'avaient jamais été rendus publics grâce à un accord de confidentialité garanti par des ordres de sécurité nationale. Mais derrière les portes closes, la panique s'était emparée de lui. Elias Brooks était devenu une menace, non seulement à cause de ce qu'il savait, mais aussi à cause de ce qu'il pouvait encore faire. Il avait disparu des réseaux militaires officiels quelques jours après le procès. Certains pensaient qu'il était entré dans la clandestinité. D'autres disaient qu'il avait été réaffecté sous une autre identité. Quelques-uns murmuraient qu'il avait fait cavalier seul, cherchant justice que le système refusait de rendre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était en train de constituer un dossier, qu'il avait relié des éléments que d'autres avaient manqués, qu'il observait, attendant le moment opportun. De retour au tribunal, cette vérité restait sous clé, tout comme les preuves qui pourraient disculper Hayden. La machine judiciaire continuait de fonctionner. Le juge Raymond Kohler, un homme qui convoitait un futur juge fédéral et dont les donateurs de campagne comprenaient certaines des personnes même impliquées dans le tribunal, cachait à peine son désintérêt. Il fixa la date officielle du procès 3 jours à l'avance, jetant à peine un coup d'œil au dossier. Pour lui, ce n'était qu'une formalité, une case à cocher, un récit à conclure proprement et sans bruit. Le procureur Martin Hensley, en costume impeccable et cheveux gominés, préparait ses témoins. Aucun d'eux n'avait vu le début de la confrontation. Tous avaient été sélectionnés pour leur adéquation avec l'histoire qu'on leur avait racontée. Hayden avait tendu une embuscade à son camarade de classe sans provocation. Qu'il avait pété les plombs, qu'il était dangereux. Hensley tenait des conférences de presse sans hésiter, présentant Hayden sous le pire jour possible, conscient que l'opinion publique faciliterait sa condamnation. Un garçon sans parents, sans domicile et sans argent, n'avait aucune défense contre l'histoire qu'on racontait à son sujet. Même Gilson Tate, supposé défenseur de l'accusé, s'était penché et avait murmuré à Hayden pendant une pause qu'il devrait envisager une négociation de peine. Une peine purgée, peut-être. Une peine plus courte en détention pour mineurs. Tate avait dit que c'était mieux que de parier sur un jury qui ne le verrait pas autrement que ce que les médias lui avaient déjà attribué. Hayden ne dit rien, se contenta d'acquiescer silencieusement, même si quelque chose de lourd se tordait dans sa poitrine. Il n'était pas coupable. Il s'était défendu. L'autre garçon, Brendan Callister, l'avait coincé, lui avait craché dessus, lui avait donné des insultes qu'il ne pouvait pas répéter, lui avait donné le premier coup de poing. Hayden n'avait riposté que lorsque sa tête avait heurté le casier derrière lui. Une seule fois. Il n'en avait pas fallu plus. Et maintenant, il était là, marqué, condamné. En coulisses, le jeu prenait de l'ampleur. Des coups de fil étaient passés. Des noms chuchotés étaient prononcés dans des pièces, fermées à clé. Les autorités fédérales s'efforcèrent de s'assurer que certains liens ne soient jamais révélés. Des personnalités médiatiques recevèrent des informations sur le passé d'Hayden dans sa jeunesse, son séjour en famille d'accueil, ses bulletins scolaires, tout cela conçu pour renforcer un récit de délinquance. La machine ne se contentait pas d'avancer,
Elle se renforçait à chaque mensonge, à chaque parcelle de vérité enfouie. Et au milieu de tout cela, Hayden restait silencieux, attendant, espérant que quelqu'un franchirait les portes du tribunal, quelqu'un qui croirait encore en lui, mais personne n'est venu, pas encore. Juste le grincement d'un système défaillant prêt à engloutir un autre garçon. 3 jours plus tard, le procès commençait pour de bon, et l'atmosphère dans la salle d'audience était passée de la routine à l'instabilité. Ce changement n'était pas évident au premier abord, du moins pas à première vue. Le personnel habituel du tribunal évoluait avec les mêmes gestes répétés, huissiers déposant les dossiers, huissiers se tenant tranquilles, mais il y avait dans l'air une tension inédite. Une rangée d'observateurs inconnus était apparue dans la galerie. Des hommes aux épaules larges, en civil, aux coupes de cheveux réglementaires, le visage indéchiffrable, le regard scrutant chaque recoin de la salle. Ce n'étaient ni des membres de la famille, ni des journalistes locaux. Ce n'étaient pas des amis de l'accusation. Leur immobilité, leur silence, leur présence en disaient plus que n'importe quel insigne. Militaires, haut gradés, observateurs. D'autres s'étaient glissés plus subtilement, des hommes et des femmes bien habillés qui prétendaient être des accréditations de presse mais ne prenaient jamais de notes. Pas de caméra, pas d'enregistrement, juste des regards persistants et une immobilité étrange. Des agents fédéraux peut-être, mais personne ne l'a confirmé. Positionnés près des sorties, assis au dernier rang, ils se fondaient dans le décor comme des ombres, mais leurs yeux ne quittaient jamais le banc. Le juge Kohler le remarqua. Sa posture raide et ses tâtonnements inhabituels pour ses lunettes trahissaient de son malaise. Le procureur, Martin Hensley, semblait distrait, moins confiant qu'avant. Ses regards vers la galerie étaient rapides, mais fréquents. Et bien qu'il s'efforçât de conserver la même vigueur d'accusateur, il y avait une hésitation derrière chaque mot qu'il prononçait, comme un homme attendant l'explosion d'une bombe, incertain d'avoir le bon fil en main. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Hayden. Ni les costumes, ni les fluctuations de la salle. Son regard était rivé au sol. Ses paumes étaient plaquées contre la table de la défense, ses ongles s'enfonçant dans le bord, comme pour se protéger d'un vent invisible. Cette salle d'audience, ce spectacle, ne le concernait plus. C'était une pièce jouée en son nom, mais pas pour lui. On ne cherchait pas à comprendre qui il était. On se servait de lui. Il était devenu le symbole, le bouc émissaire, le garçon sacrifié dans une histoire destinée à rassurer une société effrayée sur le maintien de l'ordre. Que le système pouvait contenir la menace qu'il représentait, qu'elle imaginait. L'accusation a agi rapidement, ne perdant pas de temps à rassembler son récit. Les suspensions d'Hayden ont été présentées comme un casier judiciaire. L'une pour avoir bousculé un garçon qui l'avait fait trébucher à la cafétéria. Une autre pour avoir refusé de quitter la classe après avoir été faussement accusé de tricherie. Chaque incident, mineur et décontextualisé, était présenté comme le signe d'une instabilité plus profonde. Il le décrivait comme instable, émotionnellement instable, prompte à la colère. Les déclarations des enseignants, certaines soigneusement sélectionnées et éditées, ont été lues à voix haute, sans mentionner le fait que la plupart de ces mêmes enseignants n'avaient pas déposé de plainte officielle. L'objectif n'était pas la vérité, c'était de créer une dynamique. Puis vint la mère de Brendan Callister, convoquée à la barre comme un témoin endeuillé dans un procès déjà tranché. Sa voix tremblait, ses lèvres tremblaient lorsqu'elle décrivait son fils inconscient, branché à des machines, le crâne fracturé. Des larmes coulèrent sur son visage en se remémorant le trajet en ambulance, les avertissements des médecins, les nuits blanches. Et le jury, trié sur le volet par un système conçu pour protéger les siens, se pencha avec compassion. Mais nulle part dans son témoignage, elle ne mentionna que son fils avait été l'agresseur. Nulle part elle n'admit que Brendan avait traîné Hayden par le col, lui avait cogné la tête contre un casier avec une telle violence qu'elle y avait laissé une marque. Elle se contenta de répéter la version qu'il voulait entendre.
qu'Aiden avait agressé, que Brendan était la victime, qu'aucune provocation ne justifiait une telle violence. Gilson Tate, l'avocat commis d'office d'Aiden, ne s'opposa qu'en cas d'absolue nécessité. La plupart de ses protestations furent balayées d'un revers de main, soutenues par des détails techniques avant d'être pleinement exprimées. Il jeta à peine un coup d'œil à Aiden. Aucune assurance, aucune confiance. Juste le silence. Ils ne contestent pas la thèse de l'accusation. Ils n'ont pas appelé les témoins manquants. Ils n'ont pas exigé l'intégralité des images de sécurité de l'école. Celles-ci avaient été commodément marquées incomplètes en raison d'une supposée erreur système. Rien ne collait, mais personne n'a réagi. Puis vint l'enregistrement. L'accusation le présenta avec une pointe d'émotion, comme si ce serait le tournant qui scellerait le destin d'Aiden. La salle d'audience s'assombrit légèrement, tandis qu'un enregistrement métallique et déformé retentissait dans les haut-parleurs. La voix d'un garçon lointaine, étouffée, s'exprimait en phrases hachées. Quelque chose qui parlait de regret, quelque chose qui parlait de perte de contrôle. Les phrases étaient vagues, cousues ensemble. Pour la plupart, cela ressemblait à un aveu. Pour quiconque comprenait le fonctionnement de ces choses, cela semblait trafiqué. L'inflexion ne correspondait pas au discours d'Aiden. Le rythme était faux. Le ton forcé. Quelque chose avait été altéré. Aiden le sut instantanément. Ce n'était pas sa voix. Pas entièrement. Ils avaient pris des bribes de quelque part. Peut-être une séance de thérapie enregistrée, peut-être une réunion scolaire, et les avaient intégrés dans un récit. Son estomac se noua, tandis qu'il se tournait vers Tate pour obtenir de l'aide. Une protestation, n'importe quoi. Mais l'avocat se contenta de griffonner une note, les yeux mi-clos, comme si l'issue était déjà irréversible. Le juge hocha lentement la tête. Le son avait fait son effet. Aiden le sentait, comme une autre brique invisible posée sur sa poitrine. Un autre souffle, plus lourd. Et puis, le moment arriva. Les portes du tribunal s'ouvrirent dans un claquement sourd qui fendit l'air vicié comme le tonnerre. Ce n'était pas bruyant, pas dramatique, mais c'était définitif, intentionnel. Les têtes se tournèrent instinctivement. L'huissier, à mi-chemin, se figea, un document à la main. Une présence entra dans la pièce qui n'appartenait pas à ce monde de murmures et de protocoles. Un homme de grande taille, en uniforme décoré, se tenait sur le seuil, ses bottes parfaitement cirées, ses médailles accrochant la lumière juste assez pour attirer l'attention. Sa posture à elle seule imposait le respect. Le silence retomba, absolu et immédiat. Le commandant fédéral Elias Brooks était arrivé. Il n'y eut aucune annonce, aucun avertissement, juste l'apparition soudaine d'un homme qui portait le poids des guerres, des secrets classifiés, des décisions prises dans des salles bien au-dessus de ce palais de justice. Il ne marchait pas comme quelqu'un entrant dans une salle d'audience. Il marchait comme quelqu'un entrant en territoire ennemi, avec détermination, calcul, pleinement conscient de ce que signifiait sa présence. Des exclamations de surprise parcoururent la galerie. Quelques jurés se penchèrent un temps en avant, incertains de la réalité. Les journalistes, les légitimes comme les imposteurs, s'empressèrent de vérifier ce qu'ils voyaient. Les observateurs militaires se redressèrent. Certains échangèrent des regards, d'autres détournèrent le regard. Les agents fédéraux près des sorties se tendirent, puis se détendirent lentement. Ils savaient que l'affaire était plus grave qu'il n'y paraissait. Le visage du juge Kohler se vida de ses couleurs. Le peu de sang-froid qui lui restait s'évanouit en un instant. Il tendit la main vers son marteau, mais s'arrêta à mi-chemin. Hensley, le procureur autrefois prétentieux, fouilla dans sa pile de papier, les yeux rivés sur la silhouette qui s'approchait de la table de la défense. Aiden se leva lentement, incertain de rêver. La salle d'audience, qui ne lui avait offert qu'un détachement froid, semblait maintenant suspendue dans un battement de cœur collectif. Pour la première fois depuis des mois, Aiden revit son père. Elias Brooks resta silencieux au début.
Il déposa un épais dossier sur la table de la défense, marqué d'un sceau rouge, le genre de dossier qui ne convient pas aux civils. Son uniforme était impeccable, son visage usé mais résolu. Chacun de ses gestes était délibéré. Il ne jeta pas un coup d'œil à Tate. Il ne demanda pas la permission. Il s'assit simplement à côté de son fils et le regarda dans les yeux. Hayden ne pouvait pas parler. Il n'était pas obligé. La main de son père effleura brièvement son épaule, le stabilisant. Puis il se tourna vers le tribunal. Il le fit clairement comprendre. Il représenterait son fils à partir de maintenant. Sa voix était basse, mais porteuse. Ce n'était pas une demande. C'était une déclaration. Le juge Kohler tenta de protester, invoquant le protocole juridique, mais sa voix vacilla lorsqu'Elias fit glisser une ordonnance du tribunal sur le banc. Un document officiel, impeccable, signé par un juge fédéral et contresigné par un avocat du ministère de la Défense. L'autorité était claire. Le tribunal soumis à ses propres lois n'avait aucun recours. Personne n'osa contester. Le changement fut immédiat. La salle d'audience, autrefois débordante d'hostilité, retenait son souffle. Pour la première fois, les murs semblaient se pencher vers l'intérieur, à l'écoute. L'accusation se figea. Les spectateurs, autrefois prompts à juger, se turent. Et Hayden, toujours debout, les yeux écarquillés, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis les funérailles de sa mère. L'espoir, non pas parce que la justice était apparue soudainement, mais parce qu'une personne puissante était entrée dans le combat en sa faveur. Parce que son père, un homme que le système ne pouvait ignorer, était entré dans l'ombre avec une lumière si vive qu'elle forçait même les plus corrompus à cligner des yeux. Le procès n'était pas terminé. Loin de là. Mais tout venait de changer. Ce qui suivit ne fut pas un procès, mais une révélation implacable qui ravagea la salle d'audience comme un incendie, consumant chaque mensonge et chaque demi-vérité sur lesquels l'accusation avait bâti son dossier. La salle, autrefois un théâtre stérile d'accusations préméditées, s'est transformée en un champ de bataille pour la vérité, ses murs absorbant le poids de secrets longtemps enfouis dans l'ombre. Le commandant Elias Brooks est devenu plus qu'un père intervenant. Il était une force de jugement, exerçant un pouvoir hors de portée du tribunal et exigeant que les mensonges soient dévoilés. Dès le début de son intervention, Brooks a brandi des preuves délibérément occultées, déformées ou carrément ignorées par ceux chargés de rendre la justice. Il a commencé par les images de vidéosurveillance du couloir, des images que l'accusation avait jugées incomplètes ou corrompues. Mais Brooks a produit une transcription intégrale et non éditée qui a brisé le récit soigneusement élaboré. La vidéo montrait les moments qui avaient précédé l'incident avec une clarté saisissante. Hayden, acculé et désespéré, n'avait agi qu'en état de légitime défense. Le garçon qui avait affirmé avoir été blessé était vu en train de provoquer, de pousser et finalement de frapper le premier. La cour, stupéfaite, a observé chaque image confirmer ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le dire à voix haute. C'était indéniable. Hayden n'était pas l'agresseur. S'ensuivit l'analyse médico-légale des tristement célèbres aveux audio qui avaient failli sceller le sort d'Hayden. Des experts, mandatés sous l'autorité de Brooks, mirent au jour les manipulations audio avec une minutie méticuleuse. Les empreintes digitales révélèrent des couches de montage, des extraits coupés et assemblés, une tonalité altérée pour masquer la voix originale, des segments inversés ou ralentis pour déformer le contexte. Le tribunal entendit la vérité pour la première fois. Les prétendus aveux n'étaient qu'une fabrication élaborée. L'avocat d'Hayden, qui semblait passif jusque-là, observait maintenant avec un espoir prudent l'effondrement des fondements de l'accusation. Suivirent des déclarations sous serment, soumises par des camarades de classe initialement écartés ou réduits au silence par l'intimidation. Ces jeunes témoins dressèrent un tableau qui contredisait à chaque instant la version de l'accusation. Ils évoquèrent le harcèlement incessant qu'Hayden avait subi, l'escalade qui avait mené à la bagarre et sa retenue face aux provocations. Une déclaration sous serment expliquait comment un enseignant avait été témoin de l'agression initiale, mais avait subi des pressions pour garder le silence.
Une autre décrivait comment les responsables de l'école avaient manipulé les rapports pour éviter la controverse. Chaque témoignage constituait une brique démantelant le mur de mensonges. Mais la révélation la plus accablante restait à venir, celle qui provoqua une onde de choc dans la salle d'audience et au-delà. Le commandant Brooks fit écouter un enregistrement datant de 2 semaines auparavant. L'interception d'une communication confidentielle révélant le cœur même de la corruption qui entachait l'affaire. Cet enregistrement était un appel téléphonique secret entre le procureur Hensley et un agent inconnu d'un groupe politique privé profondément investi dans la fabrication de dossiers de victoire à connotation raciale pour soutenir les campagnes électorales. Leur langage était froid et calculé. Ils évoquèrent comment le cas d'Aiden avait été délibérément choisi en raison de l'absence de son père, porté disparu par l'armée, et de la facilité apparente d'obtenir une condamnation sans résistance. Les mots étaient blessants, un aveu impitoyable de leur intention de sacrifier un garçon à des fins politiques. « On va enterrer ce gamin », déclarait clairement Hensley, l'arrogance transparaissant à chaque syllabe. « Il n'a aucun soutien. Victoire facile. » Une vague de panique s'est immédiatement emparée du tribunal. Le jury, la galerie et même le personnel du tribunal ont échangé des regards oscillants entre incrédulité et indignation. Le juge Kohler a tenté d'ajourner l'audience, peut-être pour endiguer le désastre qui s'abattait sur sa salle d'audience. Mais le commandant Brooks, inflexible, a invoqué son autorité fédérale et a refusé que le procès soit clos. Sa présence, son pouvoir et les documents qu'il détenait ne laissaient aucune place au repli. Il a insisté pour que le tribunal reste en séance et témoigne de la vérité qu'il avait cherché à étouffer, d'une voix ferme et autoritaire, incarnation de la résistance. Alors que Brooks insistait, d'autres secrets se sont déversés comme une tempête implacable. Une série de preuves falsifiées dans les décisions précédentes du juge Kohler a été mise au jour, révélant une histoire de complicité judiciaire remontant à des années. Des liens ont été révélés entre le procureur Hensley et un sous-traitant de la défense connu pour avoir mis en œuvre des tactiques de profilage racial dans les écoles militaires, laissant entrevoir un fléau systémique plus vaste. Mais le plus effrayant était peut-être l'émergence d'une tendance à cibler les jeunes noirs issus de familles de militaires, des enfants pris entre 2 feux de préjugés et d'opportunisme politique, considérés comme des cibles faciles pour maintenir une façade de contrôle. La salle d'audience, autrefois un lieu d'ordre et de formalité, semblait s'embraser de l'intérieur, consumée par des vérités si brûlantes qu'elles menaçaient de faire s'effondrer le système même qu'elles dévoilaient. Les conversations chuchotées entre les spectateurs s'intensifièrent, les journalistes abandonnèrent leur retenue, et les jurés semblaient visiblement ébranlés par la désintégration de l'illusion d'impartialité. La dynamique du pouvoir changea de manière palpable, ceux qui semblaient invincibles quelques instants auparavant étant désormais réduits à de simples acteurs s'efforçant de sauver leur réputation. À la fin de la journée, le bouleversement était total. Le marshal fédéral, convoqué discrètement mais résolument, escorta le juge Kohler hors de la salle d'audience, le visage pâle et abattu, tandis qu'il était emmené en silence. L'autorité de la loi avait été remise en question et son exécuteur destitué. Le procureur Hensley, confronté à une pression croissante et aux preuves indéniables de sa complicité, présenta sa démission le soir même, un aveu tacite de culpabilité et d'échec. L'appareil politique qui avait orchestré l'injustice vola en éclats sous le poids de la révélation. Pendant tout ce temps, le commandant Brooks se tenait aux côtés de son fils, sa présence à la fois comme un bouclier et un phare. Une large main reposait fermement sur l'épaule d'Aiden, soutenant le garçon qui avait tant enduré. Aiden, toujours vêtu de son uniforme d'audience, laissa couler ses larmes pour la première fois depuis des mois, des larmes non pas de peur ou de frustration, mais de profond soulagement. Le poids écrasant qui pesait sur lui s'allégeait, remplacé par un espoir fragile mais grandissant. Pas un mot ne fut échangé entre le père et le fils. Aucun n'était nécessaire.
Le silence portait la promesse tacite que le combat était loin d'être terminé, mais qu'ils l'affronteraient ensemble, plus forts et plus déterminés. Le tribunal avait été un creuset, consumant les mensonges, et des cendres. Quelque chose de réel avait commencé à émerger, une chance de justice, une chance de vérité, et une chance pour un garçon d'être enfin reconnu pour ce qu'il était vraiment. Les jours qui suivirent s'abattirent sur Hayden comme une marée implacable, leur turbulence étant loin d'être terminée, malgré la victoire judiciaire. L'affaire explosa dans tous les recoins du paysage médiatique national, les gros titres retentissant avec une intensité que peu pouvaient ignorer. Un commandant fédéral détruit un tribunal corrompu pour sauver son fils. La justice brisée, puis rétablie par un père militaire, et au cœur de l'affaire qui a révélé une corruption systémique. Le récit captura l'imagination du public, se déployant comme un drame qui couvait sous la surface depuis bien trop longtemps. Du jour au lendemain, le combat personnel d'Hayden devint le symbole de quelque chose de plus vaste, une prise de conscience d'un système qui avait longtemps trahi des enfants comme lui. Les enquêtes fédérales ont été déclenchées avec une urgence alimentée par l'indignation publique. Les procureurs d'État impliqués dans le scandale se sont retrouvés sous surveillance. Des bureaux autrefois considérés comme intouchables ont fait l'objet d'audits, d'audiences disciplinaires et, dans certains cas, d'enquêtes criminelles. Les avocats des droits civiques ont rouvert des dizaines de dossiers liés au tribunal du juge Kohler, fouillant dans des dossiers poussiéreux et des verdicts erronés pour extirper des injustices ensevelies sous le poids des préjugés et de l'opportunisme politique. La cascade de révélations a été vertigineuse, secouant la communauté juridique et suscitant des appels à des réformes radicales qui ont dépassé le cadre du cas d'Hayden. Pourtant, pour Hayden lui-même, les conséquences ont été plus calmes, moins dramatiques, mais tout aussi profondes. Les charges retenues contre lui ont été rapidement abandonnées, balayées par les vérités indéniables révélées au tribunal. Le système de placement familial, qui avait tenté de le récupérer, s'est heurté à une opposition résolue. Le commandant Brooks avait déjà entamé la procédure complexe et chargée d'émotions pour se retirer du service actif et obtenir la garde exclusive de son fils. Le militaire, autrefois distant, accablé par le chagrin et le devoir, se consacrait désormais entièrement à la protection d'Hayden. Pour la première fois depuis des années, Hayden rentra chez lui, un lieu défini non par l'incertitude ou l'abandon, mais par la présence constante d'un père qui ne le laissait pas partir. La transformation fut subtile, mais puissante. La routine d'Hayden passa des couloirs stériles des tribunaux et des familles d'accueil à la force tranquille d'un foyer ancré dans l'amour et la sécurité. Brooks, malgré la fatigue qui se lisait sur son visage et le poids d'années passées à lutter contre des démons, tant personnels que systémiques, trouva un nouveau sens à sa vie. Chaque jour passé avec Hayden réaffirmait sa détermination à protéger ce qui avait failli lui être volé. La maison résonnait de moments simples mais significatifs. Repas partagés, conversations hésitantes et le lent rétablissement d'une confiance que ni le temps ni le traumatisme ne pouvaient effacer du jour au lendemain. Un mois plus tard, le public allait découvrir l'autre facette de ce combat. Debout sur les marches d'un palais de justice fédéral de Washington, D.C., Brooks faisait face à une marée de journalistes et de flashs d'appareils photo. Son uniforme, remplacé par des vêtements civils, dégageait une présence à la fois imposante et profondément personnelle. Sa déclaration ne se limitait pas à une victoire juridique, c'était une déclaration de guerre aux défaillances systémiques qui avaient failli détruire sa famille. Il ne s'agissait pas seulement de son fils. Il s'agissait d'un système qui avait longtemps traité des enfants comme Hayden, comme des pions jetables dans un jeu truqué par les préjugés et le pouvoir. Brooks jura que cette injustice cesserait. Une promesse qui résonna au-delà des murs du tribunal et dans le cœur de ceux qui avaient été témoins du combat. Mais derrière les déclarations publiques et les réformes radicales se cachait une vérité plus discrète et plus douloureuse. En coulisses, on apprit que le commandant Brooks
avait compris les profondeurs de la corruption depuis des années, bien avant que le nom de son fils ne fasse la une des journaux. La douleur de la mort de sa femme avait épuisé sa volonté d'affronter le système, le laissant brisé et enfermé dans le silence. Le poids de la perte avait fait de lui un soldat sans combat, un homme hanté par les fantômes et les regrets. Ce n'est que lorsque la machine s'en est prise à Hayden, lorsque le système même qu'il avait juré de protéger s'est retourné contre son propre sang, que ce feu s'est rallumé. Il n'est pas revenu en soldat asservi aux ordres, mais en père inflexible dans son amour et sa détermination. Le champ de bataille avait changé, mais le combat était le même. Un combat pour protéger, pour reconquérir, pour obtenir justice. Hayden est resté à ses côtés tout au long de cette épreuve, désormais libre, mais marqué à jamais par cette épreuve. Le garçon autrefois réduit au silence, méprisé et déshumanisé, portait désormais dans ses yeux le poids de la survie et de la résilience. Ses cicatrices, visibles et invisibles, rappelaient les combats menés et le prix payé. Pourtant, au cœur de ces cicatrices brûlait le feu que son père avait allumé, une braise d'espoir, de courage et de détermination inébranlable qui refusait de s'éteindre. Ensemble, ils incarnaient une histoire de rédemption et de prise de conscience, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la nécessité de la résistance dans un monde trop souvent aveuglé par les préjugés. Le tribunal, qui avait autrefois oublié la justice, se souvenait désormais. Les voix réduites au silence retrouvaient un écho. Et le système, autrefois considéré